Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, on va directement entrer dans le vif de notre sujet car il est long et qu'il y a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de choses à dire, vous allez voir. Et oui, il y a des choses qu'on peut effectivement ignorer pendant longtemps, voire très longtemps, jusqu'au jour où elles commencent à se répéter de manière tellement significative que ce n'est plus possible de les ignorer. Depuis des mois, je vous parle d'anomalies dans le ciel, des lumières, des phénomènes atmosphériques étranges, des UAP à travers le monde, des images spectaculaires que l'on regarde, que l'on commente, parfois que l'on débunk ensemble, puis que l'on classe sans même se retourner. Et pendant longtemps, il faut bien avouer que moi aussi je les ai un peu traités comme ça, à savoir au cas par cas. Jusqu'à ce que dernièrement, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai décidé d'avoir une vision beaucoup plus globale, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. J'ai arrêté de les regarder séparément et là, quelque chose de beaucoup plus étrange est apparu. Parce que la vérité, c'est que lorsque l'on met bout à bout ces anomalies, lorsqu'on les replace dans le temps, dans l'espace, lorsqu'on cesse de les considérer comme des accidents isolés, ce n'est absolument plus du hasard que l'on voit se dessiner, mais bel et bien un motif. Vous allez voir, vous allez comprendre, parce que c'est exactement ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Tout commence le 17 novembre 2025. À cette date, quelque part dans la nuit claire au nord de l'Italie, l'objectif du photographe Walter Binotto enregistre ce que la théorie classait jusque-là dans la catégorie des quasi-impossibles. Vous allez voir. Une couronne de lumière rouge de plus de 200 km de diamètre apparut dans la haute atmosphère pendant moins d'un millième de seconde à près de 100 km d'altitude, déclenchée par un éclair de plus de 300 000 ampères tombé à des centaines de kilomètres de là, au-dessus de la Ligurie. Vous le voyez en photo, un cercle parfait, presque géométrique, si net qu'on dirait un anneau dessiné au compas par quelque chose qui regarde la Terre de l'extérieur. Et ce qui rend cette image encore plus insultante pour la probabilité, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il fait une telle photo, et qu'il s'agit du même homme, au même endroit qu'il l'avait faite en mars 2023. Et oui, il avait pris en photo une première couronne rouge, un premier elve qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, est l'une de ces manifestations lumineuses rarissimes qui apparaissent très très haut dans l'atmosphère, capturées donc à l'époque déjà en 2023, depuis sa même terrasse de Possagno sur fond d'orage lointain. À l'époque, de prime abord, rien de fou. Les spécialistes et autres narratifs officiels expliquent. Les modèles statistiques hochent la tête en disant que ce genre de choses a virtuellement zéro chance de se reproduire deux fois au même endroit par la même personne, qu'il a eu énormément de chance et qu'il s'agit d'un cliché rarissime. Et pourtant, voilà, c'est arrivé deux fois. Exactement là, exactement comme ils avaient dit que ça ne se reproduirait pas. Officiellement, on coche les bonnes cases. TLE, Transient Luminous Event, un phénomène électrique fugace dans l'ionosphère déclenché par des éclairs monstrueux, dossier clos. Sauf qu'en 2024 et 2025, les TLE n'ont plus vraiment l'air d'accidents exotiques, perdus au-dessus des orages. Ils deviennent bel et bien un motif, un langage, une signature à force de répétition. Parce que pendant qu'un photographe italien fixe ce qui ressemble de plus en plus à un portail circulaire au-dessus de la péninsule, ailleurs, dans le monde, le ciel semble décider d'écrire sur d'autres lignes, sur les oiseaux, sur les capteurs, sur les corps, sur les machines et en arrière-plan, sur quelque chose qui traverse notre système solaire et que les uns appellent simplement une comète, quand d'autres y voient peut-être la véritable origine de ce nouveau langage. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous, ensemble, on va essayer de lire entre les lignes. On va essayer de comprendre le pattern. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, et c'est maintenant les amis. Revenons donc à cette nuit de novembre. Vous êtes dans les collines de Vénétie, près de Possagno, un village tranquille, loin des fantasmes de science-fiction. Sur la ligne d'horizon, un orage cogne au-dessus de la mer Ligure, vers Venarsa, à presque 300 km.
trop loin pour impressionner qui que ce soit, à part les appareils très sensibles qui traquent justement les lueurs invisibles aux yeux humains. Walter Binotto installe sa caméra dans l'infrarouge proche, montée en haute sensibilité. Il fait ce qu'il fait depuis des années, scruter la nuit en espérant capturer ce qui, officiellement, ne dure même pas le temps d'un battement de paupières. Comprenez bien. Sur les images brutes, c'est presque décevant. Un flash, une forme circulaire, une lueur rouge diffuse. Mais une fois traitée, l'image prend une autre dimension, celle que vous êtes en train de regarder. On distingue un anneau gigantesque, presque régulier, suspendu à la frontière de l'espace, qui se dilate pendant quelques millièmes de seconde avant de se dissoudre, comme si quelque chose avait ouvert et refermé une porte à une vitesse supérieure à notre capacité de perception. Les médias parlent d'ELVE. Les physiciens rappellent que le phénomène est connu depuis les années 90, que des caméras ultra rapides ont déjà filmé, qu'il n'y a rien de fou. Sauf qu'ici, l'histoire a une particularité très gênante. Je vous le disais en introduction, le même homme, au même endroit, en a déjà capturé un en 2023. Et entre les deux, la planète a connu une succession d'anneaux, de sprites, de jets géants dont la fréquence et la puissance en 2024 et 2025 ont obligé la communauté scientifique à admettre que quelque chose dans notre système électrique atmosphérique est en train de sortir de la norme. C'est pas moi, c'est les scientifiques. Dans le Colorado, des caméras tournées vers les orages ont enregistré des jets rouges qui s'élèvent jusqu'à plus de 90 km d'altitude, comme des racines inversées, des espèces d'arbres lumineux qui grimperaient du sommet des nuages jusqu'au bord de l'espace avec des structures filamenteuses jamais observées aussi nettement auparavant. Des sprites, des halos, des couronnes qui se superposent. Des chercheurs parlent de records, d'événements extrêmes. Mais malgré les abstracts très sages, on sent poindre une gêne. La fréquence de ces événements ne colle plus tout à fait avec ce que prévoyaient les modèles, les normes et surtout à ce qu'on nous raconte depuis des années. Cela n'a aujourd'hui plus rien à voir et les explications ne tiennent plus la route. Et pendant que les papiers se succèdent, les images, elles, prennent une autre vie. Et oui, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et sur les réseaux, le cliché de l'anneau italien est détourné, contrasté, zoomé. Certains les comparent à Independence Day, à des hologrammes de portails dimensionnels, à une roue de feu au-dessus du pays. D'autres encore notent un détail que les communiqués scientifiques n'aiment pas trop. L'anneau semble presque trop parfait pour être un simple sous-produit chaotique d'un éclair. Et ça, c'est limite indiscutable. En soi, une couronne de plasma dans l'ionosphère n'est pas un message, que ce soit clair. Mais quand ce phénomène annoncé comme rarissime, je le répète, commence à se répéter, à se structurer, à se synchroniser avec d'autres anomalies qui, elles, frappent le sol, vous allez comprendre, les animaux, les instruments, alors une question dérangeante mais bien légitime arrive toute seule. Et si ce que nous prenons pour du bruit de fond était en réalité une forme de modulation, un signal, voire même la réponse à quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'en vérité, très souvent dans l'histoire, lorsque le ciel se met à parler, c'est la terre qui encaisse la suite et les conséquences. Et c'est là qu'on va rentrer directement dans ces autres anomalies qui, selon moi, sont connectées. Parce que justement, fin novembre 2025, quelques jours après Thanksgiving, dans le comté de Clermont, dans l'Ohio, des enfants qui arrivaient à l'école primaire Saint-Bernadette, une école catholique comme il en existe des milliers aux États-Unis, au lieu de courir vers la cour de récréation, se sont arrêtés net. La cour était recouverte de corps noirs. Oui, des dizaines de vautours au sol, tous morts, éparpillés comme des vêtements jetés par une main géante. La scène ressemble à un tableau post-apocalyptique. Certains oiseaux sont sur le dos, ailes ouvertes, d'autres sur le flanc, figés dans des positions qui ne racontent pas une agonie lente, mais plutôt une coupure brutale, comme si quelqu'un avait simplement coupé le courant. Alors sachez que les chiffres varient selon les sources et selon les journaux. 70, 72, un peu plus, un peu moins de corps d'oiseaux. Mais en vérité, peu importe. C'est la simultanéité qui choque. On parle de colonies, on parle de roots pour expliquer que des vautours qui dorment tous au même endroit peuvent, en théorie, être fauchés par une même maladie.
Parce que oui, les services de l'Ohio Department of Natural Resources, débordés, expliquent d'abord qu'il suffira de laisser la nature faire son travail, que les corps se décomposeront, qu'il n'y a qu'à laisser là, qu'il n'y a rien de fou. Les parents, eux, parlent de cauchemars pour leurs enfants, de risques sanitaires. La presse locale s'en mêle, les réseaux s'enflamment. Quelques jours plus tard, la version officielle tombe. Test présomptif positif à la grippe aviaire hautement pathogène, H5N1, dossier bouclé, encore une fois circulé, il n'y a rien à voir. Sauf que sur Internet, dans les forums et les sous-reddits où se croisent biologistes amateurs, vétérinaires et conspirationnistes endurcis, on souligne autre chose. On rappelle que les virus, même les plus violents, ne déclenchent pas ce type de simultanéité, que le narratif ne colle pas, qu'une maladie fauche, affaiblie, désoriente, mais ne coupe pas exactement 70 individus en vol sur leur perchoir dans la même fraction de seconde. Un témoin d'ailleurs raconte avoir entendu ce matin-là comme un claquement sourd, distant, sans tonnerre, suivi d'un silence bizarre. D'autres, ailleurs dans le Midwest, évoquent des nuits où leurs chiens se sont mis à hurler avant un boom et que des oiseaux sont sortis brutalement des arbres, sans explication apparente. Et c'est là, les amis, que les fils se croisent avec un autre dossier qui, lui aussi, a explosé médiatiquement en 2025. Ces fameuses explosions sonores mystérieuses qui secouent régulièrement certaines villes américaines sans qu'on en trouve l'origine. It's the sound heard all around Scottsdale. A number of home security cameras captured the big boom that rocked several Scottsdale neighborhoods over the weekend. All across the city heard the mysterious boom that some say sounded like an explosion. Surveillance video captured it. You can hear it from inside this bedroom. NASA said it wasn't a meteor, Entergy said it wasn't a utility, and the Chalmette refinery said they didn't have issues. So, what was it? What is going on? These booms echoed across San Diego County, with many wondering what exactly they heard and felt. Now, people reported feeling this boom from all over the county: San Marcos, University City, Solana Beach, Santee, Poway, and in Mira Mesa. Residents we talked to say they typically just chalk up odd noises to military activity, but say this one this morning was much different. Ici aussi, je vous ai mis des photos sur Insta pour l'expliquer. Il y a des bruits inexplicables. Et d'ailleurs, on va tout de suite direction Webster, au bord du lac Ontario, près de Rochester. Depuis l'automne 2004, les habitants de ce coin tranquille rapportent à intervalles irréguliers des détonations sèches, puissantes, parfois au milieu de la nuit. Pas des pétards, pas des coups de fusil, mais des booms qui font vibrer les vitres et qui pour certains rappellent clairement l'explosion d'une bonbonne de gaz ou le bruit d'un éclair qui tomberait juste à côté. Sauf qu'il n'y a ni orage, ni pluie, ni foudre et encore moins de bonbonnes de gaz qui explosent au milieu de la nuit. Le 1er août 2025, une de ces explosions est filmée par une caméra de sonnette d'une maison. La vidéo est glaçante dans sa banalité. Une rue calme, un morceau de ciel, rien ne bouge. Soudain, un flash de lumière blanche jaillit, non pas du ciel, mais du sol, quelque part vers le lac, hors cadre. Une fraction de seconde plus tard, le son arrive. Une déflagration sèche qui fait sursauter tout le quartier. Bien sûr, les médias locaux relient l'affaire. New at 6, we have video of another recorded explosion sound in Webster. We're up to 4 now. No one can explain to us what the source is. But this new video is different because it captures a flash of light just before the boom. And Chief Investigative Reporter Berkeley Breen is standing where it happened. I'm near the corner of Bay and Lake Road. That's Lake Ontario right behind me. And this is where the light and the sound came from. And it was captured on this doorbell camera. First you see the light, then you hear the sound. When you watch that video, what sound do you hear? It was Brian Hensel's camera that recorded it. When it first happened, my wife and I were talking in the living room. It sounded to me like someone's propane tank exploded. It didn't sound like lightning. It didn't sound like fireworks. It was significant. This all started when Joelle Calcagno shared the explosions she recorded at her home in Webster starting in October. What do you think that is? It sounds like something exploding to me.
This story has 116,000 views on YouTube from across the country, where neighbors shared unexplained flash and sound in their skies. This is Tampa. So, Rich, we're looking at what the weather was like on August 1st. Correct. I asked First Alert meteorologist Rich Cornelia to check the forecast from August 1st, the date of this video. Data from the airport shows no storms. But there's a special column here for notable weather, and it's labeled as 3. And when you go down, it shows 3 as being thunder. Could that have been as close as Webster? For sure. Certainly, if you had lightning in Webster, there's a chance you could hear it at the Rochester airport. There is no thunder for the dates of the other explosions. And when we freeze Brian Hensel's video, it shows the light coming from the ground, not the sky. I didn't hear anything later on. The neighbors all seemed fine, so I just chalked it up as something I may never know what it was. The town supervisor told me that they investigated this back in October and could not locate a source for the explosions. Since we're so close to the lake, I contacted the Coast Guard. The Coast Guard tells me there's nothing in its logs about being called to investigate an explosion over or near the lake. In Webster, Berkeley Bree News 10 NBC. La station météo fouille dans les archives. Ce jour-là, l'aéroport de Rochester signale du tonnerre à un moment de la journée, mais aucun orage n'est répertorié au-dessus de Webster au moment précis de la vidéo. Le superviseur de la ville explique qu'ils ont enquêté, qu'ils ont pensé à des explosions industrielles, à des travaux, à des feux d'artifice illégaux, à des tirs d'entraînement. Mais en vérité, il n'y a rien. La garde côtière contactée assure n'avoir aucun incident enregistré sur le lac. Résultat, plusieurs explosions, plusieurs témoignages, des vidéos et aucune source identifiable. Dans la section commentaires des sites d'infos, on lit de tout. Des habitants qui parlent d'un bruit trop profond pour être un feu d'artifice. Des anciens militaires qui évoquent des essais d'armes. Des amateurs de géophysique qui parlent d'effondrements souterrains, de cavités qui claquent, de micro-séismes. Et évidemment, ceux qui connectent tout cela à autre chose, eux, ils appellent ça les travaux sous nos pieds. Et oui, ils parlent de tunnels qu'on creuse, de bases qu'on étend, de réseaux qu'on installe, ou des déchirures électriques qui ne viendraient pas seulement d'en haut, mais bel et bien de dessous. Quand on juxtapose l'anneau rouge italien figé à près de 100 km d'altitude, les vautours de l'Ohio fauchés comme par une impulsion invisible, et les booms de Webster et ailleurs dont la lumière semble jaillir du sol, un motif commence à apparaître. Des décharges gigantesques dans les couches hautes de l'atmosphère, des réponses brutales à la surface, des organismes vivants, puis des machines qui décrochent les uns après les autres. À ce stade, on pourrait toujours croire à une simple coïncidence planétaire. Sauf que, comme je vous l'ai dit, lorsque un phénomène devient global, il ne touche pas seulement la matière. Il traverse aussi la société, les cultures, les croyances. Et c'est souvent là que le signal change bel et bien de forme. Parce que oui, au milieu de cette séquence d'événements, un homme surgit en Afrique de l'Ouest, comme si l'onde n'avait pas seulement traversé l'air et le sol, mais aussi la conscience humaine. Et ça, c'est des éléments que j'ai connectés ensemble parce que vous connaissez, trop de coïncidences créent une évidence. Et j'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux des vidéos qui se partagent en boucle depuis la fin 2023 et toute l'année 2024, puis qui viennent d'exploser en 2025. On voit un homme, chemise simple, regard déterminé, au milieu de structures de bois monumentales. Cet homme se fait appeler Ebo Noah. En Ghana, il explique face caméra que Dieu lui a parlé, que Jésus lui est apparu et qu'un nouveau déluge arrive. Il a même reçu une date, quelque part autour du 25 décembre, dans 3 ou 4 ans. Il n'a pas l'année précise. Il ne parle pas de symboles, de métaphores, de changements climatiques. Il parle de vrai eau, de villes englouties, de familles balayées. Et il dit qu'on l'a chargé de construire des arches pour sauver ceux qui voudront monter. Comme vous le voyez en vidéo, derrière lui, on aperçoit ces arches immenses, carcasses de bois dressées dans un paysage de savane. Des charpentiers laides, des villageois le regardent. Certains rient, d'autres prient. Les vidéos sont sous-titrées, remises en musique, moquées sur TikTok, disséquées par des pasteurs, par des sceptiques, par des influenceurs. Certains comédiens ghanéens détournent ces phrases, se filment en train de réserver leur cabine sur l'arche, plaisantent sur le fait de savoir s'il y aura du Wi-Fi à bord.
Par contre, d'autres, plus inquiets, alertent. Dans un pays où une grande partie de la population prend encore très au sérieux les visions et les prophéties, ce genre de discours peut déclencher des mouvements de panique. Des ventes précipitées de terrain, des ruptures familiales, une crise économique. Dans les talk-shows locaux, des commentateurs expliquent que ce que vit Ebo Noah pourrait être un épisode psychotique, un délire mystique. D'autres alors rappellent que dans la Bible, justement, c'est un homme marginal, moqué, qui a construit un bateau en plein soleil avant que la pluie ne confirme sa vision. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas de trancher sur la santé mentale de cet homme et de décider à l'emporte-pièce si c'est un fou ou s'il a raison. C'est de constater que dans un moment très précis de l'histoire, où le ciel se met à produire des anneaux rouges, des flashs sans source, des séries de morts d'animaux et de dysfonctionnements bizarres, une figure archaïque ressurgit spontanément, un messager qui affirme que le ciel lui a parlé et que l'eau va monter. Clairement, on pourrait y voir une coïncidence culturelle totale. On pourrait aussi y voir ce que certains psychologues appellent une résonance. L'esprit humain capte un changement, une tension diffuse, et le traduit à travers les mythes les plus anciens, les plus structurants. Peut-être que le phénomène qui s'exprime dans les anneaux elves, dans les booms, dans les anomalies électromagnétiques, n'a absolument rien de surnaturel. Peut-être que c'est purement physique, mesurable. Mais le cerveau, lui, ne lit pas les équations. Il lit des récits. Et depuis des millénaires, quand le ciel devient étrange à ce degré, le récit qui remonte à leur surface, c'est bel et bien, vous l'avez compris, celui du déluge. Ebo Noah devient alors une pièce de ce puzzle, pas comme prophète certifié, mais comme symptôme culturel d'un moment où quelque chose dans le rapport entre la terre et le ciel redevient instable. Parce que oui, on est obligé, quand il y a, je le répète, ça va être redondant, mais c'est forcé, quand il y a tellement de coïncidences, on est obligé de connecter les points. Parce que pendant qu'un Ghanéen bâtit ses arches, qu'un Italien capture des anneaux de plasma, d'autres signes apparaissent, plus discrets, plus techniques, mais tout aussi dérangeants. Parce que oui, dans les rapports d'enquête aéronautique, on lit qu'à l'automne 2025, un incident en croisière sur un avion de ligne a attiré l'attention des autorités. Et il n'y en a pas qu'un des accidents d'avion, vous le savez, mais là on va parler d'un appareil en particulier, un appareil de la famille A320, en vol de routine, qui voit soudain ses commandes se comporter de manière erratique. Une inclinaison, un mouvement de nez que l'équipage n'a pas ordonné, puis un retour à la normale, après une reprise en manuel et un redémarrage de certains calculateurs. Pas de crash, pas de blessés, mais un frisson dans le cockpit. Le narratif officiel a parlé alors d'un possible bit flip, un bit de mémoire dans un ordinateur de bord qui se retourne sous l'impact d'un rayon cosmique, d'une particule très énergétique et qui, au mauvais endroit, au mauvais moment, peut changer un 0 en un 1, et donc un ordre en son contraire. Alors, tout cela était déjà théoriquement connu, sauf que fin 2025, Airbus diffuse une note à ses clients expliquant qu'un scénario particulier lié à une exposition à un certain type de radiation peut entraîner un dysfonctionnement dans une chaîne de commande sur certains appareils et recommande des inspections, des mises à jour logicielles, voire des modifications matérielles. La note interne est telle quelle. Les médias s'en saisissent et parlent alors de problèmes potentiellement déclenchés par le soleil, de rayonnement suffisant pour corrompre un système critique. Certains sites exagèrent, d'autres minimisent, mais pour la première fois, on lit noir sur blanc que dans certaines conditions rares, la lumière du soleil, transformée en particules très énergétiques, peut faire vaciller la main invisible qui maintient un avion stable dans le ciel. Rendez-vous compte. Et pendant que les ingénieurs calculent, patchent, testent, d'autres phénomènes au sol, je vous le disais, continuent. Il y a de plus en plus de ces vidéos d'oiseaux tombant en masse filmées par des smartphones. Des tapis de poissons rejetés sur les plages après ce qui ressemble à une impulsion. Des habitants qui racontent des nuits où tout semblait normal, sauf ce sifflement sourd juste avant un boom inexplicable. En vérité, on pourrait traiter chaque dossier comme une micro-affaire isolée, je vous le disais dans l'introduction. Ici, des vautours et un virus. Là, des booms et des coïncidences acoustiques. Plus loin, un bug informatique et un bit capricieux. En Afrique, encore, un homme qui délire peut-être, et juste un buzz. Mais c'est précisément, j'ai remarqué, ce que font
toujours. Les narratifs officiels, compartimentés, découpés, saucissonnés. Les chercheurs de vérité, eux, font l'inverse. Ils connectent. Et dans ce cas précis, il y a un autre élément qui rend la tentation du rapprochement presque irrésistible. Vous le savez, j'en parle souvent. Pendant que la Terre devient un peu plus nerveuse, un objet traverse notre système solaire sur une trajectoire tellement improbable qu'un astrophysicien réputé, Avi Loeb, a fini par poser noir sur blanc la question que tout le monde tournait autour sans jamais oser la formuler. Et si ce truc, cet objet bizarre, n'était pas naturel? Et oui, vous l'avez compris, je vais bel et bien vous reparler de 3i Atlas. J'ai fait plusieurs vidéos que je vous mets toutes en barre de commentaires. On l'appelle 3i Atlas. 3i parce que c'est le troisième objet identifié comme interstellaire, c'est-à-dire venu d'un autre système que le nôtre, et Atlas parce qu'il a été repéré par le réseau de télescopes Atlas à Hawaï le 13 mars dernier. Sur le papier, vous le savez, je le répète s'il y a des petits nouveaux qui passent par là, c'est d'abord une curiosité astronomique de plus. Un point qui se déplace sur le fond du ciel, sur une orbite hyperbolique, ce qui signifie qu'il ne reviendra jamais. Il entre, il passe, il s'en va, on connaît, on a déjà vu, circuler, il n'y a rien à voir, pour le coup. Sauf que très vite, les observations accumulées dressent un portrait qui commence à grincer. Sa trajectoire, loin d'être orientée de manière aléatoire, comme la plupart des objets interstellaires qu'on imaginait, est alignée de façon surprenante avec le plan de l'écliptique, là où tournent nos planètes. Sa taille, estimée par certains travaux, serait bien plus grande que celle de Oumuamua, le premier visiteur interstellaire identifié. On parle d'un noyau qui pourrait, il faut bien le comprendre, atteindre plusieurs kilomètres, voire plus encore. Son comportement lui intrigue. Il montre peu ou pas d'activité cométaire classique. Pas assez grande que de gaz et de poussière qu'on aime tant photographier. Les spectres, eux, ne révèlent pas clairement les signatures chimiques attendues. C'est bizarre, suffisamment bizarre pour qu'on ne le classe pas et pour qu'on continue de s'interroger. Et justement, c'est sur ce genre de détails que se sont engouffrés Avi Loeb et quelques autres dans un papier publié à l'été 2025, rappelez-vous. Loeb n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est déjà lui qui, pour Oumuamua, avait osé évoquer l'hypothèse d'un objet artificiel, d'un débris de voile solaire, d'un fragment de technologie. Pour 3i Atlas, il remet le couvert. Il parle d'anomalies, d'alignements géométriques improbables, de caractéristiques qui, prises ensemble, rendent la probabilité d'un simple caillou glacé un peu trop faible à son goût. La communauté scientifique officielle, dans un réflexe presque pavlovien, se cabre. Des astrophysiciens respectés démontent ces statistiques, expliquent que le biais d'observation fausse tout, que la majorité des chercheurs considèrent Atlas comme une comète point. Rappelez-vous, j'ai parlé des déclarations de la NASA. Des articles rappellent que l'astrophysique n'a pas besoin d'extraterrestres pour rester fascinante, que ces sauts vers le vaisseau alien distraient des vraies questions et qu'il y en a assez des conspirationnistes. Mais ce qui est amusant, c'est que pendant que la bataille fait rage dans les journaux spécialisés, sur les réseaux, la discussion est déjà partie très loin. Pour beaucoup, 3i Atlas devient la variable cachée, le suspect idéal derrière tout ce qu'ils voient autour d'eux. Les anneaux de plasma, les explosions sonores, les animaux désorientés, les bugs électriques, les bugs électroniques, les prophètes improvisés et tout un tas de choses inexplicables. Au moment où 3i Atlas s'enfonce dans le système solaire interne, au moment où sa trajectoire le rapproche des zones où il peut interagir avec le vent solaire, avec le champ magnétique, avec la poussière interplanétaire, notre propre atmosphère commence à se comporter différemment et ça, c'est factuel. Elle produit plus de TLE, plus de sprites, plus de couronnes. Elle laisse passer des flux de particules qui semblent plus violents, plus imprévisibles, capables d'inverser un bit au mauvais endroit. Elle transmet sous forme d'infrasons et de variations de pression quelque chose que les oiseaux, les animaux marins, peut-être même nos propres corps perçoivent inconsciemment. Et dans ce contexte, poser l'hypothèse, même sans la prouver, qu'un objet interstellaire massif, aligné de manière étrange avec notre plan orbital, pourrait agir comme un forçage externe, comme un diapason cosmique qui vient frapper la toile d'araignée électromagnétique dans laquelle baigne la Terre, ce n'est pas forcément de la science-fiction. C'est peut-être juste un changement d'échelle. Et en tout cas, j'estime que c'est des questions qui sont bien légitimes.
Imaginons une seconde qu'on arrête de séparer artificiellement les dossiers, tout l'intérêt de mon sujet, qu'on pose devant nous sur une même table mentale tout ce qu'on vient de parcourir et que je vais répéter au risque d'être redondante. Le photographe qui en 2 ans capture 2 anneaux de lumière gigantesques d'un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres dans la haute atmosphère au-dessus de l'Italie dans un contexte global où les TLE explosent en fréquence et en intensité. On ajoute à ça ces séries de morts d'oiseaux, de poissons, d'animaux fauchés de manière quasi simultanée, attribuées à des virus et autres explications bizarres, mais dont la mise en scène, des dizaines de corps au sol, sans trace de lutte, ressemble davantage à une impulsion qu'à une lente épidémie comme voudrait nous le faire croire le narratif officiel. On ajoute encore ces explosions sonores enregistrées par des caméras grand public, précédées de flashs provenant du sol, sans source identifiée malgré des enquêtes municipales et l'absence d'orage. On rajoute aussi toutes ces anomalies électroniques dans des systèmes de commande critiques sur des avions de ligne, que même les constructeurs commencent à lier à des particules énergétiques, à des radiations solaires, à une intensité de flux qui semble franchir des seuils. Et là, on voit arriver un homme, au Ghana, qui reconstruit une arche, persuadé que le ciel l'a prévenu d'un futur déluge, et qui déclenche à lui seul un mélange de moquerie, de peur, de fascination, comme si son délire ou sa lucidité venait toucher un nerf caché. Et en toile de fond, on a donc cet objet interstellaire massif qui traverse notre système solaire sur une trajectoire qui défie la distribution attendue, dont la composition intrigue et qui devient l'écran sur lequel astronomes sceptiques et conspirationnistes projettent chacun leur obsession. On est d'accord, pris séparément, chacun de ces éléments a une explication plausible. Pris ensemble, ils dessinent quelque chose qui ressemble de plus en plus à un texte. Un texte écrit dans une langue qu'on ne comprend clairement qu'à moitié et dont le style serait celui qu'on retrouve dans tous les grands mythes. Des signes au-dessus, des tremblements en dessous, des messagers au milieu. Il n'y a pas un pattern là? On n'est pas en bis repetita là, les amis? Est-ce que cela prouve que Troie Atlas est un vaisseau? Non, ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que cela prouve que quelque chose essaye de communiquer via notre atmosphère comme on taperait sur la toile d'un tambour pour faire vibrer les êtres qui y sont posés? Allez savoir, la question est légitime. Mais si l'on regarde honnêtement l'ensemble du tableau, si l'on met de côté quelques minutes la peur du ridicule, une chose devient difficile à nier. Nous sommes entrés dans une phase où le ciel n'est clairement plus un décor neutre. Il est devenu un acteur. En tout cas, clairement, il se joue quelque chose dans le ciel. On ne peut pas, même les plus sceptiques des sceptiques, à un moment donné, si vous ne le notez pas, c'est que vous êtes dans le déni. Pendant des décennies, on nous a vendu une vision très confortable du firmament. Un plafond lointain, prévisible, avec des saisons d'étoiles filantes, ces éclipses bien planifiées, ces comètes inoffensives qui passent faire coucou avant de repartir vers le froid. Tout ce qui sortait des scripts, lumière étrange, sons bizarres, animaux désorientés, visions, était rangé dans des cases rassurantes comme météo, folie, coïncidence, complotisme. Maintenant, on a AI, intelligence artificielle. Mais bon, voilà. En 2025, cette façade commence clairement à se fissurer. Les caméras voient ce que nos yeux ne voyaient pas. Les systèmes qui maintiennent nos avions, nos réseaux, nos infrastructures stables réagissent à des flux que nos avions sous-estimaient. Clairement, les vieux récits de déluge, d'arches de signes dans le ciel réapparaissent dans la forme de vidéos virales et de prophètes de quartier. Et ce n'est pas anodin. Donc à un moment donné, c'était obligé de connecter tous ces points. C'était obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark. Il y a forcément un truc qu'on nous dit pas. Et j'estime que la vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts à admettre que ce qui se joue au-dessus de nos têtes n'est pas forcément neutre, que le ciel peut mentir par omission, que les narratifs officiels peuvent simplifier jusqu'au mensonge, et que parfois, ce sont ceux qu'on appelle chercheurs de vérité, parano, obsédés des corrélations, qui, en reliant des points que tout le monde préfère regarder séparément, sentent, avant les autres, qu'un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir et que le monde est en train de changer. Peut-être que c'est en ce moment que le ciel commence à parler autrement et que nous sommes bien trop occupés à scroller pour l'écouter. Mais bon, en vérité, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est à vous de décider de ce que vous faites de tout ça. Est-ce que vous continuez à tout mettre dans des cases séparées, à vous endormir sur des narratifs officiels et les explications téléphonées, prédigérées, bien propres, bien rassurantes? Ou est-ce que, au moins une fois, vous allez accepter d'entrer dans cette hypothèse dérangeante que le ciel
à peut-être commencer à écrire quelque chose de différent, quelque chose qui s'est peut-être déjà produit, quelque chose qui est en cours. À ce stade, je ne vous demande pas d'adhérer à une explication, mais arrivé à ce point du dossier, une chose devient difficile à ignorer, en tout cas pour moi qui est obligé, pour moi qui fais des recherches répétitives. Lorsque des phénomènes improbables cessent d'être isolés, lorsqu'ils se répètent, lorsqu'ils dessinent une logique, le hasard devient une explication de moins en moins confortable, je suis désolée. Après, oui, plein de lectures sont possibles. Certains y verront des anomalies naturelles mal comprises, d'autres se souviendront qu'il existe depuis longtemps des scénarios théorisant l'usage du ciel comme support, de la lumière comme outil de perception collective de phénomènes capables de produire une sidération globale. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Certains verront ce scénario, vous le savez, qui porte un nom, Project Bluebeam. Sommes-nous donc peut-être aussi face à une répétition générale? Peut-être que tout ce qu'il y a, c'est la répétition. Et il existe aussi une autre hypothèse, encore plus silencieuse et plus troublante que le projet Bluebeam. Et si ces répétitions n'étaient ni des messages, ni des mises en scène, mais des dysfonctionnements, parce que celle-là aussi, elle est possible de théorie, comme si le réel tel que nous le percevons montrait, par endroits, ses limites, que le voile était en train de se déchirer, des décalages, des incohérences, des glitches, non pas dans le ciel, mais dans la structure même de ce que nous appelons le monde. Alors peut-être que la vraie question n'est plus de savoir ce que nous voyons là-haut, mais plutôt ce que ces phénomènes disent de l'endroit où nous vivons et du système peut-être dans lequel nous évoluons. La preuve, certains l'auront compris, la preuve de la matrice peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de lire vos commentaires. Vous le savez, ici, on s'interroge. Je sais que je suis de plus en plus attaquée parce qu'on m'accuse de ne pas apporter de solution aux questions que je pose. Mais les gars, je suis pas un gourou, Mais si je suis pas là à vous dire c'est ça la vérité, je détiens la vérité, je sais tout, je l'ai vu dans ma tête, je suis plus forte que certaines scientifiques. En ce qui concerne Troie et Atlas, j'ai quand même des gens qui viennent commenter et qui me laissent des romans comme ça sous mes vidéos pour me dire mais enfin c'est ça. Mec, les scientifiques ils savent pas, tout n'est que théorie. La NASA vous dit des choses, mais qui croit la NASA? Qui pense que la NASA dit la vérité? Bref, les amis, j'espère que ce sujet vous aura plu. J'espère que je vous aurai pas perdu en route parce qu'effectivement, je suis un petit peu partie dans tous les sens. Mais au final, je trouve que ça, c'est tellement connecté que je ne pouvais pas présenter le sujet autrement que comme je l'ai fait. J'ai vraiment trop hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est quoi? Un bug dans la matrice? Est-ce que pour vous, c'est le projet Bluebeam? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est en train d'arriver dont on n'a même pas idée et qui va changer fondamentalement l'image du monde? Est-ce qu'on est vraiment au temps des révélations? Est-ce que le rideau est en train de se fissurer et qu'on va enfin comprendre le vrai rôle de l'humanité et de l'humain? Peut-être, tout est possible et c'est ça qui est enthousiasmant. Alors, ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui veulent croire aux narratifs officiels et aux explications rassurantes et bien plan-plan qui leur permet de continuer à scroller sur leur téléphone sans voir plus loin que le bout de leur nez. Non, soyez enthousiastes, regardez les détails, cherchez à savoir, cherchez à anticiper, cherchez à comprendre. Parce que je vous assure qu'il se passe des choses de dingue et nous, on est là, bien décidé à en parler. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, le sujet aujourd'hui est terminé. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'oubliez pas que pour aider cette vidéo et aider ma chaîne, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de partager et de booster. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Ça aussi, c'est important parce que plus on est nombreux, plus on est fort. En attendant que l'on se retrouve pour nos dossiers du Mystère D, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.